Votre préférence pour les petites filles, peut-être? Jeune fille, disons, ou jeune femme, ça sonne mieux en français. Les années que j'aurais dû avoir pour me construire, pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, je ne les avais pas eues. Elles ont été totalement vampirisées. La sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Je m'appelle Thibaut, j'ai subi un viol quand j'étais enfant, quand j'avais 4 à 5 ans. Rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente de vivre un amour, un véritable amour. Avec qui? Soit avec quelqu'un de son âge, mais aussi peut-être avec un adulte. Et ça a fini par ce qu'on appelle une gorge. C'est ça qui m'a... Enfin, faut voir ce que c'est un gamin de 4-5 ans. J'arrive même pas à comprendre comment ça peut traverser l'esprit de quelqu'un de faire ça, quoi. Cette polémique qui concerne le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, le Front National, mais aussi le Parti Socialiste, l'accuse d'avoir fait l'apologie du tourisme sexuel avec de jeunes garçons. Il n'y a pas de contrepartie quelconque qui pourra rééquilibrer l'horreur. C'est une réalité glaçante autour d'une structure pourtant censée veiller sur des enfants. Je suis un pédophile, c'est en ces termes que le directeur d'une école à Villefontaine a avoué hier soir lors de sa garde à vue. L'État est condamné dans l'affaire Romain Farina, du nom de cet instituteur pédophile qui sévissait en classe. 48 victimes ont été recensées dans le Rhône et en Isère à Villefontaine jusqu'en 2015. Et les services de l'État ont commis une faute en ne signalant pas les penchants pédophiles de l'enseignant qui a donc pu continuer à exercer. On se sent totalement abandonné par tout le monde quand on est dans cette situation. Parce qu'à la fois on se sent extrêmement coupable d'avoir vécu ça et toute la société nous fait nous ressentir coupables. La justice n'est pas faite pour protéger les victimes, elle n'est pas faite pour nous réparer. Ouais. Le mot c'est que ce genre de situation, ça nous fait nous sentir totalement délaissés pour toujours. Dans l'Union européenne, un enfant sur 5 a déjà été victime de violences sexuelles, et ils n'en ont rien à foutre. En France, cela représente 160 000 enfants chaque année, un enfant toutes les 3 minutes, et ils n'en ont rien à foutre. 72% des plaintes pour viol sur mineurs sont classées sans suite, et la France est le 3e pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. En 10 ans, les signalements ont augmenté de 12 000%, et ils n'en ont rien à foutre. Et quand un ministre tente de faire semblant et demande la reprise des 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs qui dorment encore dans les tiroirs, les procureurs en recensent finalement 85 000. 2 mois plus tard, 924 personnes incarcérées, un chiffre dérisoire et qui représente pourtant 134% de plus que la normale. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Pendant des mois, nous sommes allés chercher celles et ceux qui portent ce fardeau toute l'année, ceux qui les affrontent à la barre, ceux qui les traquent sur les réseaux et ceux qui, surtout, en ont été victimes. Aucun n'a eu besoin d'être convaincu, au contraire. Tous attendaient qu'on leur tende un micro assez longtemps pour qu'ils aillent au bout de ce qu'ils avaient à dire, que leur combat cesse d'être invisible et que leur souffrance soit déposée ailleurs que dans leur propre tête, qu'elles servent enfin à quelque chose. Dans cette vidéo, nous avons décidé de nous retirer du cadre, parce que la seule chose que nous avions de bon à offrir ici, c'était un silence suffisamment large pour qu'une parole puisse s'y déplier tout entière, sans qu'on la coupe, sans qu'on la résume, sans qu'on vienne lui expliquer ce qu'elle voulait dire. Il faut du courage pour raconter ces choses-là une fois. Il en faut infiniment plus pour accepter qu'elles soient filmées, accrochées à votre visage ou à votre nom. Certains l'ont fait, d'autres ont préféré rester dans l'ombre, non par lâcheté, mais parce qu'il leur restait encore quelqu'un à protéger. Nous nous sommes entretenus longuement avec chacun des intervenants que vous allez voir, bien plus longtemps que ce que ce modeste reportage nous a donné le temps d'exposer. En description de cette vidéo, vous trouverez l'entretien de Loredana, l'une des victimes, dans son intégralité. Je vous invite à le regarder pour que sa parole ne reste pas vaine et à lui témoigner en commentaire le maximum de bienveillance et de soutien que possible, ainsi qu'à tous les autres intervenants. Dans les jours à venir, les entretiens des 4 autres témoins de ce reportage seront également publiés. Ces vidéos ne seront pas sur ma chaîne, mais sur celle du média Témoin, qui réalise des entretiens régulièrement dans l'esprit de ceux de cette chaîne et à laquelle je vous invite fortement à vous abonner. Quant à ceux qui souhaiteraient rejoindre le combat de l'association Aquila ou qui auraient besoin, eux aussi, d'une oreille attentive face aux violences ou aux soupçons, tous les liens nécessaires sont en description de la vidéo. Je précise que la nature même du sujet, de ce off, ne prête pas à ce que l'algorithme nous favorise. Cette vidéo sera très certainement invisibilisée. Il ne s'agit pas ici d'une censure politique, non, mais d'une ligne éditoriale compréhensible de la part de YouTube qui ne souhaite pas que ce genre de contenu soit particulièrement mis en avant.
Voilà pourquoi je compte ardemment, plus que jamais, sur vos commentaires, vos partages et surtout sur vos boosts afin de faire en sorte que cette vidéo, que cette parole soit entendue par le maximum de monde possible. Je compte sur vous. On a aujourd'hui en France un arsenal législatif qui prévoit, en tout cas, qui entend encadrer les infractions sexuelles qui peuvent être commises à l'égard des mineurs. À partir du moment où l'enfant a moins de 15 ans, il ne peut consentir au rapport sexuel. Les lois existent. Elles ont même progressé. En 2018, les délais de prescription ont été allongés. En 2021, la notion de consentement des mineurs a été précisée. Mais les lois seules ne font pas la lumière. Pendant des décennies, nous avons fabriqué un visage pour le prédateur, un inconnu, un marginal, quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun profil type. Il n'y a aucun profil type. Et ça, c'est important, encore une fois, de le rappeler. C'est-à-dire, concernant les pédocriminels, ça peut être le cousin de 21 ans, étudiant, qui agresse sexuellement sa petite cousine de 8 ans. Ça peut être le jeune cadre dynamique de 30 ans, bien sous tout rapport, qui consulte de la pédopornographie. Il n'y a pas de type. Faut arrêter de croire que le pédocriminel, c'est le type au physique ingrat qui traîne dans sa camionnette à l'orée du bois et qui attrape des enfants en leur proposant des bonbons. Parfois, le prédateur est la dernière personne qu'on imaginerait. Il a une aura, une réputation. Les gens lui donnent leur enfant parce qu'ils l'adorent. Elle était un profil tellement solaire, tellement la personne la plus naturellement joyeuse, aimée, une aura incroyable. Elle a à peu près 17 ou 18 filleuls. Donc elle a un accès à je ne sais combien d'enfants. Les gens lui donnent littéralement leurs enfants parce qu'elle la trouve tellement géniale avec les enfants que c'est un don d'avoir son temps, d'avoir sa présence. Et donc en fait c'est un truc assez fou parce que c'est tellement la dernière personne qu'on peut imaginer être derrière ça. Je sais pas, moi je vous dis, j'ai grandi avec l'idée du pédophile qui dans sa petite camionnette son van blanc, quoi, ouais, comme tout le monde. Alors que non, c'est pas ça, c'était pas les faits qu'on a nous vécus et qui en fait, quand on regarde les statistiques, c'est absolument pas ça la stat. Donc c'était aussi assez violent de se rendre compte qu'on était complètement à côté en termes d'information aussi. Plus de 60% des agressions sexuelles commises sur les mineurs sont du fait de la famille, c'est dans l'entourage proche. Je m'appelle Thibaut, j'ai subi un viol quand j'étais enfant, quand j'avais 4 à 5 ans. C'était l'ami de mes parents. Ça a commencé pendant les siestes, par le fait qu'ils viennent, par des caresses, par essayer de jouer avec mon... Et puis, à mesure, en fait, ça a pris une proportion plus importante. C'est-à-dire que, concrètement, ça a fini par ce qu'on appelle une gorge. C'est-à-dire qu'il m'a... faut voir ce que c'est un gamin de 4-5 ans. J'arrive même pas à comprendre comment ça peut traverser l'esprit de quelqu'un de faire ça, quoi. Le mécanisme qui maintient l'enfant dans le silence ne relève pas du choix. Il relève de la terreur. Une des fois où il était venu à la chambre pour essayer de me caresser, pour commencer, et où je l'avais menacé d'en parler à mes parents, il a menacé de les tuer, de leur faire du mal, et de faire du mal à ma petite sœur, qui avait tout juste 1 an, quoi, dans ces eaux-là. Et moi, en tant que gamin, j'ai pas eu le recul, quoi. J'ai juste eu peur pour ma famille, donc je me suis tué, quoi. J'ai fermé ma gueule. Le silence des victimes est construit par la menace, par la honte, par l'incompréhension. Mais il y a un autre silence, celui des adultes, celui de la société, et parfois celui des parents eux-mêmes. Je pense que c'est un sujet qui peut être tabou, encore plus quand ça concerne l'horreur, c'est-à-dire toucher des enfants qui pour tout le monde est une horreur, constitue une horreur. Je pense qu'il y a comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a cette idée de mots, cette idée d'impact et cette idée de on ne veut pas voir ce qui est horrible. Alors que pour moi, je suis convaincu que taire un sujet, taire une problématique n'a jamais endigué un problème.
C'est-à-dire qu'il y a une omerta autour de la pédocriminalité, on le sait, c'est un sujet dont on a honte, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais parler pourrait considérablement faire avancer les choses. Déjà d'un point de vue des victimes. Ce silence, l'agresseur l'organise, il en a besoin, il le construit méthodiquement. Il a tout fait pour que je me sente très spéciale tout de suite, pour m'isoler, pour me parler sur d'autres plateformes, surtout sur Skype. Comme ça, je pouvais pas voir ce qui se passait sur le côté, il accaparait mon temps. Et moi, vu que j'étais toujours en train de lui parler, je voyais plus le reste, je voyais pas ce qu'il faisait, je passais pas de temps avec les autres personnes. Donc c'est comme ça qu'il a pu construire vraiment quelque chose autour de moi, au fur et à mesure. J'en parlais au début à mes amies au collège, et très très vite, elles m'ont demandé de plus en parler, et finalement, en fait, c'est vraiment resté entre lui et moi comme un secret. Et quand l'enfant parle enfin, il y a encore un obstacle, celui de la porte que l'adulte peut choisir de ne pas ouvrir. Quand elle a commencé à me parler, je me suis dit, tiens, là, j'ai le choix de pas ouvrir cette porte. Parce que c'est vraiment facile de dire, non, mais elle a 2 ans, c'est pas ce qu'elle dit. C'est vraiment, vraiment facile, hein, je vous le dis. Et en fait, c'est tellement énorme d'ouvrir cette porte qu'on n'a vraiment pas envie de l'ouvrir. J'ai pu faire le lien avec toutes ces familles où, en fait, ça devient une omerta et que on ne croit pas les enfants, on ne croit pas ce qu'ils disent. Et je suis contente de pas l'avoir fait, hein, mais en tout cas, franchement, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont dans ce chemin-là. Ce silence a un coût. Il se mesure en années perdues, en vies abîmées. Toutes les années que j'aurais dû avoir pour me construire, pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, je les avais pas eues. Elles ont été totalement vampirisées, donc j'ai mis longtemps à me trouver. Donc moi, jusqu'à mes 23 ans, je m'en rappelais pas. Et j'avais vu qu'il y avait des difficultés à oser être avec les femmes, à aller jusqu'au bout dans tout ce qui était relations sexuelles. J'en restais à des préliminaires, j'étais sur des choses... Il y avait toujours un moment ou un autre où j'étais angoissé, où j'avais des problèmes d'érection, je comprenais pas pourquoi, mais bon, j'avais pas de mémoire du tout. Souvent, la parole ne vient pas du courage, elle vient d'une fissure. Quelque chose s'ouvre et tout revient. Pendant une semaine entière, tous les matins, tous les soirs, sans que je sache pourquoi, j'avais la tronche de ce gars-là qui me venait à l'esprit, mais dès le réveil et au coucher, c'est ce qui me venait. Je comprenais pas pourquoi j'avais son visage, je me rappelais de lui, mais et avec une haine que je ne connaissais pas jusque-là. J'étais pas quelqu'un de vindicatif ni d'hargneux. Et à la fin de cette semaine, il se trouve que j'ai rencontré une femme qui était plus avenante que celle que j'avais connue, qui osait un peu plus. Et alors qu'elle était en train de me faire une pendant 3 à 5 secondes, mais ça a paru une éternité. Je savais où j'étais, je savais qui j'étais, mais je voyais plus ce qu'il y avait autour de moi. Ce que je voyais, c'était à ce moment-là des scènes que je comprenais pas. Et ce qui a beaucoup aidé, en fait, c'est que elle a su apprivoiser un peu ce moment parce que par malchance, sa sœur avait vécu des viols. Donc elle très rapidement compris ce que je vivais et puis moi à mesure, c'est un peu comme une boîte de Pandore, quoi. C'est qu'une fois que ça s'ouvre, il y a la mémoire qui vient et donc là j'ai pris conscience réellement de ce que j'avais vécu, quoi. Ce phénomène a un nom, l'amnésie post-traumatique. Elle n'est pas un oubli, c'est une mise en survie du cerveau. Dans le jeune âge, notamment en tout cas, lorsque quelque chose de trop brutal et trop loin de la norme est vécu, le cerveau a tendance à cloisonner ça, s'il le peut. S'il y a interruption de la violence, le cerveau va cloisonner ça de telle sorte que le reste de l'identité, de l'être, se développe normalement, dans la norme. Ma réaction, c'est un peu lâche, mais c'est ce que j'ai réussi à faire. C'était je tombais dans le déni. Dans le déni. C'est ok, j'ai vécu un viol quand j'étais gamin, je sais que c'est ce type-là, mais bon là tout de suite, je faisais mes études, ça se passait bien, j'étais en master, j'avais des bonnes notes, j'avais un petit boulot à côté, je bossais en restauration, j'avais donc cette petite amie, j'avais des cercles de copains avec qui ça se passait bien, donc je me suis dit bon moi tout de suite ça va, je vis ma vie et puis vaille que vaille quoi, je continue et sauf qu'en fait ça marche pas comme ça quoi. Et notamment une chose en fait, c'est ça qui m'a le plus poussé à agir, c'était la culpabilité. La culpabilité parce que je savais pas quel âge il avait
Mais ma crainte était qu'il continue en fait à faire subir à d'autres enfants. Et moi, je savais et je disais rien. Donc je me sentais complice quelque part par mon silence. Porter plainte. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'on dit les faits à voix haute. C'est aussi la première fois qu'on mesure les limites du système. Quand je suis arrivé au poste, que j'ai donc expliqué que je voulais porter plainte pour des faits de viol subis dans l'enfance, les choses qui m'ont été demandées, c'était où est-ce qu'il résidait, ce que je trouve totalement fou, parce qu'on demande à la personne qui a subi une agression de ce type-là de chercher l'adresse de son agresseur. C'est presque une perche tendue à aller l'agresser, quoi, en fait. Thibault a attendu 10 ans pour être jugé. Il a porté plainte en 2014. Le verdict a été prononcé en 2024. C'est un chemin de croix, parce qu'en fait, on sait pas quand. On reçoit un courrier, ça peut être 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et il y a différentes étapes. On peut être réaudité. On peut être amené à se rendre, dans mon cas, à 5 heures de route de là où je vivais, pour être entendu à nouveau. Généralement, et ça c'est déploré par de nombreuses victimes, les délais de procédure sont très longs. Généralement, une enquête, on va être sur une instruction, on va être sur un délai de 2 ans lorsqu'on a de la chance, ça peut aller jusque 5 ans. Ensuite, on va avoir le procès, tribunal correctionnel si on est sur du délictuel, cour d'assises ou cour criminelle si on est sur du criminel. Il existe un moment dans la procédure qu'on appelle la confrontation. Mais le mot lui-même est trompeur. Ça n'a rien d'une confrontation telle qu'on pourrait l'entendre dans le sens trivial, parce déjà on ne peut pas s'adresser la parole. On est assis, il y a les avocats qui nous séparent, mais on a interdiction de s'adresser la parole. On parle par l'interposé du juge d'instruction, et c'est très froid en fait. La confrontation, ça a été très dur parce qu'il a vraiment fait comme s'il ne me connaissait pas et comme s'il ne comprenait pas pourquoi il était arrêté. Alors que moi, je l'ai revu. Là, ça a été un moment où effectivement, j'étais très très en colère. Je me souviens d'une phrase que je lui ai dit, la seule phrase que je lui ai adressée quand le policier m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. Et la seule chose que j'ai été capable de dire, c'est « j'aurais préféré ne jamais te rencontrer ». Et à ce moment-là, ce qui a été assez horrible à vivre, c'est que je l'ai vu réfléchir, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et là, il a commencé à dire qu'il n'avait rien fait à personne, mais que s'il avait fait du mal à quelqu'un, il en était profondément désolé et s'excusait. Donc autant c'était une victoire sur le point de vue de la confrontation, parce que quelque part, il y avait des indices qui voulaient dire qu'il reconnaissait certaines choses, mais le réentendre affirmer qu'il n'avait rien fait alors que j'avais pris la parole contre lui, c'était vraiment horrible. J'ai publié un tweet où j'ai identifié cette personne parce qu'elle est connue, et j'ai dit que j'avais porté plainte. Et de là, directement, j'ai reçu des messages de comptes anonymes qui me menaçaient pour que je retire cette plainte et que je me taise. Plus je refusais d'aller retirer ma plainte, plus je restais campée sur mes positions, plus il en publiait. Il a écrit des lettres et des mails à ma famille. Il a menacé physiquement mes parents, ma fratrie. Il a même harcelé mon grand-père jusqu'à son décès. Donc ça a été très dur jusque-là. Et à partir de ce moment, pour moi, il y a eu des énormes conséquences. J'ai changé de travail à cette période-là. J'ai déménagé. J'ai commencé à avoir un suivi un petit peu plus renforcé au niveau psychiatrique. J'ai pris des antidépresseurs. Et j'ai fini par trouver 2 avocats qui m'ont énormément aidée. Moi, ma démarche personnelle, c'était déjà être reconnue comme victime, j'en avais besoin. J'avais besoin que ce soit statué et que je me sente plus comme un total imposteur. La justice fonctionne à la preuve, mais dans ces affaires, la preuve est souvent invisible. Il va y avoir des difficultés probatoires inhérentes à la preuve, c'est-à-dire c'est pas filmé. Une agression sexuelle est rarement filmée. On ne retrouve pas toujours des traces physiques sur l'enfant. Un enfant auquel on force à pratiquer une il n'y aura pas de traces physiques. Donc généralement, on va se fier au discours de l'enfant. Pour moi, le fait de savoir que la perquisition, entre le moment où ils quittent le bureau, l'heure est inscrite, et le moment où ils sont revenus, et qu'ils inscrivent aussi l'heure à la fin du procès verbal, il se passe 30 minutes.
Donc le temps du trajet, de discuter avec que la femme leur fasse montrer, elle leur montre une tablette, ils trouvent pas le code, et le temps de revenir et de faire le procès-verbal, ils sont restés quoi, un quart d'heure là-bas? Allez, 20 minutes. Et sans même voir toutes les pièces. La cave n'a même pas été visitée. C'est-à-dire que, ok, les lieux sont décrits, avec la cuisine, avec les chambres, le matériel est saisi, l'informatique, en tout, à moins qu'il l'ait oublié, mais en tout cas, rien n'est mentionné par rapport à cette cave. Alors que, pardon, mais enfin, on est presque sur du cliché, quoi. C'est-à-dire que, en général, ce genre de trucs sordides, il y a un contexte qui va avec bien glauque. Ben, j'ai l'impression, pardon, mais que c'est comme si on m'a chié dessus une fois de plus, quoi. Face aux limites du système judiciaire, des citoyens ont décidé d'agir. Pas dans la rue, pas avec leurs poings, mais sur Internet, là où les prédateurs opèrent. Ils sont membres d'Aquila, une association fondée en 2022. Chacun a un rôle précis. Je suis le fondateur d'Aquila, qui est une association dont le but est de lutter contre la pédocriminalité, notamment sur Internet. Aquila a été créé en septembre 2022 et se compose de différents pôles. Un pôle plus classique qui est celui de la prévention, de la communication. Un pôle qui est celui de l'aide aux victimes. Et un pôle qui est celui qu'on appelle intervention, qui est composé des intercepteurs, c'est-à-dire les enfants virtuels, et des enquêteurs. Au cœur du dispositif, des enfants qui n'existent pas. Des profils créés de toutes pièces pour attirer les prédateurs. Un enfant virtuel, c'est un enfant qui n'existe pas. C'est un enfant que l'on crée de toutes pièces avec différents outils numériques, outils graphiques. Ce sont des enfants qui nous servent à débusquer les pédocriminels, puisque les pédocriminels, en pensant s'adresser à ces enfants virtuels, s'adressent en fait à nous, des adultes, et qui les dénonçons ensuite à la police. Le rôle d'une interceptrice, donc le mien, c'est de discuter avec ces personnes sans les inciter. Parce que si je les incitais, ce ne serait pas recevable par un tribunal, de manière à pouvoir monter des dossiers, à avoir assez d'éléments à transmettre à mes collègues enquêteurs, pour qu'ils puissent les identifier, éventuellement les localiser, de manière à simplifier le travail des forces de l'ordre. Une fois qu'un intercepteur aura une conversation avec un pédocriminel sur des réseaux sociaux. Donc, je vais récupérer toutes les infos, tous les screenshots de la conversation complète, avec toutes les photos qui ont pu être échangées entre eux. Ça va de photos basiques, quelqu'un qui est au restaurant, qui mange, qu'il envoie son plat en photo, parce que c'est forcément une conversation qui met du temps à s'installer pour arriver à leur fin. Il y a pas mal d'échanges entre eux. Et donc, jusqu'à la photo de Zizi ou de rencontre qui est proposée entre eux. Et donc, moi, à partir de ces infos-là, je vais, en face d'un pseudo, d'un numéro de téléphone, d'une adresse mail, je vais mettre un vrai profil de quelqu'un. Mon but, c'est de le retrouver sur tout ce qui est possible en matière de... tout ce qui est disponible sur Internet. Voilà, je récupère toutes les infos et il faut que ça soit open source. Donc, il y a pas on n'utilise pas de darknet ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, si on le mettait dans un dossier, si c'était pas trouvable de manière classique sur Internet, ça serait refoulé par la justice. Donc, pour que ça soit viable et que tout ça soit correct, on met vraiment des infos qu'on trouve uniquement sur Internet, qui sont accessibles à tout le monde. Un dossier peut faire jusqu'à 40 pages. Adresse, liens familiaux, avis de décès, publication Facebook, tout ce qui permet qu'en face, la personne ne puisse pas nier. Et le but vraiment, c'est de trouver le plus d'infos possible. C'est-à-dire que devant la justice, ils ne puissent pas se défausser. Donc tout ça se permet que la personne soit vraiment jugée pour ce qu'elle a fait et ne puisse pas se défausser en disant « bah non, c'est pas moi, vous vous trompez ». Non, le but, c'est vraiment que le dossier soit complet et que pour que la justice derrière puisse le trouver facilement, et enfin du moins les services d'ordre le trouvent facilement. La réalité de ce qu'un faux profil de mineur reçoit en quelques heures d'existence en ligne est difficile à entendre. Le matin, j'ai reçu donc mon identifiant, mon mot de passe, je me suis connectée, mon faux profil ne faisait partie d'aucun groupe et j'avais déjà 10 demandes d'amis. Après avoir fait le tri, il me restait une centaine de demandes d'amis, de personnes adultes, majeures, qui, de leur propre chef, prennent l'initiative de demander une demoiselle de 12 ans en ami sur Facebook.
Le danger pour les enfants, en réalité, est partout. Il est dans la sphère familiale, il est dans la rue, même si c'est plus rare, mais il est aussi également, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, sur Internet. Internet est un espace de liberté, mais c'est aussi un espace de dérive, puisque dès l'instant qu'un enfant est présent sur Internet, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur des jeux vidéo ou n'importe quoi, il va être mis en relation avec des pédocriminels. Et là où avant, c'était plus compliqué d'approcher un enfant, maintenant c'est tellement simple d'aller sur une application de jeux vidéo pour enfants et de nouer des liens avec des enfants. Je pense qu'Internet a ses avantages qui permettent à tout le monde d'aller chercher ce qu'on veut sur Internet en 2 clics. Mais par contre, un pédo qui veut trouver un enfant en 2 clics aussi, il va trouver ce qu'il veut. Il faut avoir foi en la justice. Je pense que, en fait, leur faire du mal, je suis pas sûr que ça soit une solution parce que au fond, peut-être qu'ils ont besoin de se faire soigner, de se faire aider. Donc le but, c'est vraiment de faire des choses dans la légalité, puis d'avoir foi en la justice. J'ai des contacts très corrects, d'autres qui n'ont pas l'air de se soucier de la cause, malheureusement. Maintenant, je reste une éternelle positive, peut-être naïvement, mais je continue de croire en la justice et de croire qu'une collaboration efficace et effective peut continuer à mettre des présumés pédocriminels hors d'état de nuire. Cette collaboration porte des résultats concrets. Malotru se souvient du tout premier pédocriminel qu'Aquila a contribué à faire condamner. Le tout premier pédocriminel que nous sommes parvenus à faire arrêter et à faire condamner avait un profil assez particulier et il avait une façon de parler à l'enfant virtuel qui était assez horrible. Il lui parlait mal, déjà. Il voulait l'obliger à faire des choses. Alors, si je veux rentrer dans le détail, il voulait lui autour d'un lac célèbre en France. Et il avait également, ça m'a marqué, c'est cliché, mais il avait une camionnette avec une collection de petites culottes neuves qu'il allait acheter dans je ne sais quelle grande surface, mais il avait ça. Et la particularité avec lui, c'est que techniquement, il n'a jamais touché à une petite, mais il est en récidive parce qu'il avait approché une fille, mais une vraie fille, qui avait, je crois, 11-12 ans. C'était une des policières en charge du dossier qui m'avait dit ça. Et la petite, juste avant d'aller au rendez-vous, parce qu'elle avait été manipulée, elle était prête à y aller, elle en a parlé à sa mère qui appelait la police, et c'est la police qui allait sur le rendez-vous où il était. Donc on est soulagé que cette personne-là soit encore en prison, puisque il a dit clairement et explicitement aux enquêteurs qu'ils avaient bien fait de l'arrêter, puisque on lui a posé la question de savoir si il allait passer à l'acte ou pas. Il a répondu oui. Si ça avait été la petite qui était venue, j'aurais eu un rapport sexuel avec elle. Ce travail a un coût, invisible mais réel. Il se paye en soirées annulées, en nuits morcelées, en images qu'on ne peut pas désapprendre. On reste des hommes et des femmes, avec une psychologie, des émotions, avec un cœur. Et forcément, il y a certaines enquêtes, certaines interceptions qui peuvent affecter certains de nos membres. Donc nous nous entraidons entre nous et nous prévoyons également de chercher un cabinet de psychologues pour aider en interne nos membres, puisque parfois il faut bien imaginer que c'est des pédocriminels en face, donc il y a certaines phrases qui peuvent être choquantes. Alors moi j'ai l'impression d'être immunisé, mais c'est peut-être qu'une impression. Mais c'est vrai qu'on voit des photos de sexe en érection, on voit parfois certains nous envoient de la zoophilie, enfin, on a beaucoup de choses dégueulasses qui sont envoyées, et le fait d'être en contact presque tous les jours, alors moi pour le coup c'est tous les jours, mais le fait d'être en contact avec ce que l'humanité fait de plus triste ou de pire, je ne sais pas si c'est plus l'un ou l'autre qui domine, mais ça peut affecter effectivement, et on est obligé de s'entraider entre nous pour pas péter les plombs.
J'arrive à avoir ce détachement de me dire ce que je fais sert à quelque chose. C'est-à-dire que je me sens utile je me dis toutes les personnes qu'on aura pu toper ne feront peut-être plus de mal derrière. Moi, c'est la difficulté que j'ai à vraiment être toujours en hypervigilance, à me dire en fait c'est n'importe où, en fait c'est n'importe où à n'importe quel moment. Moi, j'ai une règle, c'est comme je dis à mes enfants, là où il y a des enfants, il y a potentiellement un pédocriminel dans le coin. Voilà, ils savent où les chercher, ils savent où les trouver. Personnellement, quand je commence une interception, je demande à ma fille de quitter la pièce. Je m'isole. Donc, ça peut mettre à mal aussi la vie de famille. Certains messages, ça peut heurter. Certaines photos peuvent heurter. Il faut être patient. Il faut avoir un mental de feu. Il faut être capable de se couper de la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qu'on reçoit et sa propre vie, c'est pas possible. On a connu énormément d'intercepteurs qui craquaient très vite parce qu'effectivement, c'est émotionnellement relativement dur à supporter. Il reste toujours ce sentiment de « Ok, on en a intercepté un, combien il en reste ?» Voilà. Et donc, c'est toujours vraiment un mélange d'émotions. C'est « Ok, c'est un, mais c'est une goutte d'eau. » Derrière, j'ai 300 demandes d'amis ou 15 conversations en cours. Le job n'est pas fini, mais effectivement, une interception, c'est le summum, c'est l'aboutissement du travail des intercepteurs et des enquêteurs. Les gens veulent pas voir, mais peut-être parce que c'est trop dur de le voir. C'est remettre en question beaucoup de choses. Même je prends des filles ou des garçons qui ont été abusés jeunes. La psychologie derrière pour se rendre compte de ce qui s'est passé, ça remet tout dans la balance. C'est-à-dire que une éducation où il s'est passé des choses, des fois, c'est plus facile de mettre un mouchoir dessus et de pas y penser que de se rendre compte qu'en fait, il y a eu de la violence, même intrafamiliale. Quand la justice se prononce enfin, les peines semblent souvent disproportionnées au regard de ce qui a été détruit. Oui, c'est vrai que généralement, et puis même pour les victimes, il y a souvent, en plus, c'est le parallèle qu'on fait, notamment avec le trafic stupéfiant. On se dit, mais là, on a touché à l'intégrité, à ce qu'il y a de plus cher dans une société, l'enfant. Pourquoi les peines peuvent paraître assez faibles? Je pense que dans un premier temps, c'est tout simplement inhérent au code pénal et à la loi pénale française, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui prévoient une peine et dans les faits, surtout lorsqu'on est ce qu'on appelle primo-délinquant, on ne va jamais avoir le maximum qui est prévu par le texte. C'est un maximum, le juge dispose d'une certaine liberté, en tout cas de sa libre appréciation pour fixer la peine. C'est ce que me dit le verdict. C'est que ça paraît pas probable que j'ai été violé parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour en attester. Alors que j'ai su nommer les lieux, les dates, ce qui m'avait fait subir, que je me rappelais, que je l'avais nommé pendant la plainte, que j'étais quasi sûr que ces enfants aussi avaient subi. Enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi? Pourquoi est-ce qu'on demande aux enfants de parler si on ne les croit pas? Pourquoi on leur demande de faire... Enfin, la violence d'aller déposer plainte, la violence d'un enfant qui doit repasser vers tous ses traumas pour raconter, avoir la confiance de faire... Et qu'à la fin, on leur dit « mais on ne vous croit pas », ou en tout cas, ça n'a pas beaucoup de poids. Enfin, à quoi ça rime? Ça, c'est un des éléments qui est le plus difficile à digérer et qui nous arrive très vite dans le visage, c'est qu'il n'y a pas de justice possible à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de contrepartie quelconque qui pourra rééquilibrer l'horreur. Ça marche pas, c'est pas possible. On peut pas rembourser ça entre guillemets. Il n'y a pas d'argent, il y a même pas de peine. Mais en revanche, ce qui est assez notable, c'est qu'il y a à cette situation, il y a l'injustice qui peut s'ajouter. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas condamnés de rien du tout. La justice n'est pas faite pour protéger les victimes, elle n'est pas faite pour nous réparer. Ouais, le mot, c'est que ce genre de situation, ça nous fait nous sentir totalement délaissés pour toujours. Et c'est très dur de passer à autre chose. Le trauma ne s'arrête pas au moment des faits. Il continue, il colonise le présent. Il s'immisce dans les gestes du quotidien et il laisse des marques que les proches ne voient pas. Concrètement, moi par exemple, à une époque,
Je pouvais trinquer avec un pote, pas de problème. Je pouvais trinquer en famille, pas de problème. Mais si je me retrouvais dans un repas où il y avait là plusieurs membres de ma famille et des gens extérieurs à la famille, le moment où les verres trinquaient, je dissociais. Je devenais amorphe, à moitié vaseux, et sans comprendre pourquoi. Et il y a pas si longtemps encore, hein. C'était 8 à 10 fois par jour que je pouvais avoir soit une scène, soit son visage, soit une sensation. Mais quand on dit sensation, c'est gentil, hein. C'est-à-dire que moi, il y a encore 2 ans, boire un verre d'eau à jeun le matin, ça me faisait cramer le bide. C'était totalement invivable. On peut pas vivre en état de choc constant, en fait. Au niveau du rapport aux hommes et aux risques, c'était totalement décalé aussi. J'avais tendance à ne pas voir le côté dangereux des choses, à me laisser approcher beaucoup plus facilement par des personnes dangereuses, à tolérer beaucoup plus de choses. Mais une personne qui a été victime a beaucoup plus de chances d'être victime par la suite. J'ai de gros problèmes de dépression, j'ai des gros problèmes d'épisodes dissociatifs, c'est-à-dire que si j'y pense trop fort, si ça me prend trop, j'arrive plus à penser à autre chose et je suis totalement dedans, je bouge plus, je revis ça en boucle. J'ai pas mal de reviviscences, des flashbacks et énormément de troubles du sommeil. Donc je suis insomniaque, j'ai tendance à dormir la journée, je peux vraiment des gros troubles, des cauchemars. C'est arrivé à une femme que j'ai accompagnée qui avait été victime d'inceste, qui lors de son premier rapport sexuel s'est rappelé, en tout cas s'est revenu en mémoire, les agressions sexuelles dont elle avait été victime par son père. Donc lors de son premier rapport, justement pour que vous compreniez à quel point ça heurte véritablement les victimes qui encore des années plus tard conservent encore les stigmates et même dans leur vie conjugale. Parfois, il y a des victimes d'infractions sexuelles qui vont avoir des difficultés relationnelles, émotionnelles, des difficultés dans leur vie conjugale. Parfois, chez l'enfant, ça va se manifester par une hypersexualisation. Il existe un chemin. Il n'est pas simple et il ressemble parfois à empirer avant de guérir. Tant qu'il n'y a pas de thérapie, qu'elle soit par la psychanalyse, de l'EMDR ou d'autres formes de thérapie brève, tant qu'il n'y a pas de travail fait dessus, il y a une confusion qui se produit entre les événements passés et le présent. Et concrètement, le passé se superpose au présent, mais à l'insu de la victime. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur un mot, sur une phrase, sur un bruit, sur quelque chose, ne plus être entièrement présent. On appelle ça dissocier. C'est un peu comme si d'avoir vécu ça a foutu un malware en nous. Il y a un programme malveillant, il y a quelque chose qui fout le bordel, et on le sait pas. Donc il y a des bugs par moment et on comprend pas pourquoi. Et la thérapie permet justement de neutraliser ces bugs, de clarifier tout ça, de se purger en fait et de déchaotiser, de rendre tout ça moins chaotique. Et résultat en fait de laisser le passé au passé et de faire que maintenant, si je veux y penser, si je veux m'y plonger, je le choisis. Un enfant qui a été attouché, sans vouloir euphémiser les termes, ne sera jamais réparé, que ce soit par une indemnisation pécuniaire, que ce soit par un travail psy, il pourra vivre avec, mais il ne sera jamais réparé. La pédocriminalité ne détruit pas une vie, elle en détruit plusieurs, simultanément. Ça fout le bordel dans une vie, mais dans plusieurs vies, quoi. Ce genre d'événement fout vraiment le bordel dans l'ensemble des vies, parce que personne n'est prêt à recevoir ça. Pour ma mère, je crois me souvenir qu'elle a fondu en larmes et après s'est ressaisie parce que elle voulait quand même être là en soutien. Et ce qui était hyper dur, c'est que elle avait toujours été assez méfiante. C'est-à-dire qu'elle était vraiment sur vouloir protéger ses enfants et en fait, mis à part sa propre maman et belle-mère, c'était la seule femme à qui elle avait pu confier ses gosses. Et ça l'a brisée parce que encore aujourd'hui, elle s'en veut pour elle de pas avoir fait le nécessaire. Alors que pour moi, en fait, clairement, elle a fait tout ce qu'il fallait. C'est juste que ça fait partie on peut pas préserver notre enfant de tout. Il y a tellement de risques, tellement de dangers. On n'est pas à l'abri de passer à côté de quelque chose et
Et je leur en veux pas du tout, en fait, à mes parents. Pour mon frère, ça a été un peu après. Et je me rappelle d'une phrase qui m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et ça a été en fait l'occasion d'apprendre, plus tard, que lui aussi, bien que plus âgé, avait subi aussi de la part de ce même couple, avait subi des attouchements et des viols. C'est pas juste de dire que c'est tel homme a agi et a fait subir à telle personne. Non, c'est combien de personnes qui sont touchées par ça derrière. Parce que c'est des familles entières. Notre enfant, elle va pas grandir avec l'impression que c'est sa faute, l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal, l'impression que elle est responsable de quoi que ce soit dans cette histoire. On l'a nourri d'autre chose, on l'a nourri du discours narratif en lui expliquant que ben non, c'est tout l'inverse et que c'est interdit ce qui s'est passé, c'est pas juste, on aurait dû la protéger, on n'a pas réussi, on s'est fait manipuler aussi, mais que c'est fini, que c'est dans le passé, que c'est pas sa faute, etc. Aujourd'hui, il s'est passé 1 an et demi depuis qu'on s'est aperçu et on l'aide. C'est le jour et la nuit en termes de comportement. De nouveau, elle commence à rire, à être un enfant de son âge, à être joyeuse, à plus se revenir toujours sur ses histoires, à en reparler, à mettre beaucoup plus de distance. De plus en plus, elle en parle de moins en moins, etc. Il y a toujours des obsessions autour des méchants, de les mettre en prison, etc. Mais ça devient de plus en plus loin. La question n'est pas seulement comment réparer, c'est aussi comment prévenir. Il faut en parler avec l'enfant, dire qu'on n'a pas le droit de toucher certaines parties, qu'on ne peut pas faire du mal à maman si jamais, ou à papa, ou à quelqu'un de sa famille, de son entourage, si jamais il parle. Il faut aussi en parler autour de soi, parce que la problématique, quand on pense que c'est impossible, c'est le jour où l'enfant va nous le raconter, on va tomber des nues. C'est généralement l'enfant, lorsqu'il parle, c'est la première, j'ai envie de vous dire, la première étape de la procédure qui sera lancée derrière. Nous sommes de plus en plus contactés par des familles de victimes ou anciennes victimes qui accusent quelqu'un, ça peut être le frère, le mari, le beau-père, le grand-père, ça peut être n'importe qui finalement, et qui viennent nous demander conseil. Les personnes prennent contact avec nous via le pôle d'aide aux victimes et sont ensuite recontactées par l'un de nos spécialistes. Généralement, c'est du conseil juridique qui est demandé, mais il y a aussi toute une partie humaine et psychologique, puisque parfois, le simple fait d'être écouté leur fait énormément de bien et leur permet d'être mieux orientés dans leur démarche. C'est une chose à dire à son enfant aussi, c'est ton corps. C'est ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit de te toucher. Personne n'a le droit de venir toucher ton kiki, ton zizi, ton sexe. Personne n'a le droit de t'obliger à quoi que ce soit. Et si à quoi que ce soit, tu peux nous le dire et on sera là pour toi. Et on te défendra. Et si quelqu'un essaye, tu cries, tu cours, il faut leur en parler. Aucun de ceux qui témoignent ici ne s'en est sorti intact, mais ils s'en sont sortis. Et ils ont choisi de parler. Parce que le silence, ils savent ce qu'il coûte.